Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir que je puisse vous voir. Si nombreux, effectivement, c'est vraiment cool. Donc, Marc Journeau, co-titulaire du réseau de recherche sur l'économie circulaire du Québec, professeur à l'Université Laval à la comptabilité de gestion, vous avez compris, je ne fais pas d'impôts. La comptabilité, c'est vaste et je ne connais absolument rien de fiscalité, donc désolé. Euh, donc, Daniel l'a mentionné, on a 2 jours de colloque ensemble avec, on remercie Cyril, donc on va faire ce beau partenariat avec nous. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec un panel. On s'est dit, on va commencer tout de suite avec des discussions, parce qu'on aime ça, discuter, n'est-ce pas, tout le monde? Donc, on va commencer avec une discussion, donc un panel. D'ailleurs, je vais inviter tout de suite les 4 panélistes à venir, question de rentrer au plus vite pendant que je continue à en parler, évidemment. Donc, ce panel-là, on va s'intéresser. Peut-être que vous assurez que vous avez vos photos, c'est plus facile pour les gens vont reconnaître. Merci, après, ça coûte. Ah oui, c'est ça. J'espère. Ça peut aider, puis tu sais, je te réponds. Comme de la triangulation de données. Oui, c'est ça. Euh, et après le panel, on va faire une pause et ensuite on va enchaîner sur les présentations. Donc, on va s'assurer, je vais réaliser tout le monde, on va s'assurer bonjour, de gérer le temps aujourd'hui. Question que tout le monde ait le temps de parole, mais aussi qu'on arrive à la fin de la journée à bonne heure. Parce que sinon, on ne va pas partir à l'activité avec Simon, ça serait vraiment dommage. Donc, on va s'organiser pour qu'on puisse arriver à donc voilà, donc sans plus tarder, on va y aller avec le panel. Merci, bonjour d'être là ce matin. Ça fait vraiment plaisir. Donc, notre panel, c'est circularité en pratique, regard croisé en 2 filières, donc celle du cuir fourrure et celle des systèmes alimentaires. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter donc, les 4 panélistes avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir dans la prochaine heure. Donc, je vais commencer par Valérie. Donc, Valérie Lacombe, qui est une spécialiste des transitions territoriales et de la gouvernance du système alimentaire. Donc, son expertise est à l'interface des politiques publiques, la gouvernance locale et l'innovation sociale dans le but de transformer le système alimentaire des territoires. Et Valérie est présentement la scientifique en résidence pour la ville de Victoria. J'enchaîne avec Nicolas. Donc, Nicolas Lavoie, professeur à l'UQAM. Ses expertises incluent l'urbanisme, la prospective territoriale et l'atténuation des vulnérabilités. Un des projets de recherche de Nicolas touche le rôle des quartiers urbains dans la territorialisation, ça c'est pas facile en résidence, des systèmes alimentaires circulaires en 2050. Ensuite, je présente Andréane Hudon-Thibault, qui est chercheur et chargé de projet en milieu agroalimentaire au CCTT Écofonde Boréal. Je m'excuse, un petit peu de difficulté de diction ce matin. Agronome de formation, elle est spécialisée en production animale, dont le tannage des fourrures et du cuir. Un des projets de recherche d'Andréane touche à la stratégie prospective pour soutenir la circularité de la filière du cuir et de la fourrure au Québec. Et finalement, Grégory Hersan. Grégory est chimiste de formation et professeur de chimie au Cégep Limoilou à Québec. Il se spécialise dans la valorisation des matières résiduelles organiques. Il est le cofondateur de Flora, qui est une entreprise de cuir végétal avec Fémy Laroche, et dont la mission est de transformer les résidus agroalimentaires en cuir végétal. Alors, bienvenue à vous. Merci d'être là ce matin. Donc, on va faire le panel en 3 parties aujourd'hui. Donc, on va débuter par une brève présentation de vos projets, de ce que vous faites un petit peu. Donc, en 5-6 minutes, de façon de gérer bien le temps. Et ensuite, on va enchaîner avec quelques questions, bien sûr, plus spécifiques. Puis, on aura une période d'échange et de questions à la fin. Donc, je vous demanderai de garder vos questions. Pour la fin, on fera quelques minutes à ce sujet-là, tout dépendamment le temps que vous allez prendre pour répondre. On va s'organiser pour donc, sans plus tarder, ce que je vous demanderais, c'est effectivement de présenter vos différents projets initiatives que vous réalisez présentement. Donc, peut-être aussi en mettant un accent particulier sur notre thématique d'aujourd'hui, qui est le maillage entre la recherche et les milieux preneurs, évidemment, lors de votre présentation. Ça va? Donc, on va débuter avec Valérie. Valérie, est-ce que ça va pour la logistique? Oui, c'est bon. Parfait. À toi, Valérie. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de système alimentaire. En fait, je travaille généralement sur les systèmes alimentaires durables et résilients. À Victoriaville, je travaille avec une approche bio-régionale qui est moins ma tasse de thé. En fait, c'est une nouvelle approche que je suis en train de me familiariser. Normalement, je travaille en économie circulaire beaucoup plus. Mais il y a quand même des concepts assez
communiquant en fait entre ces deux approches, notamment parce qu'au niveau des systèmes alimentaires, on a on a un système, une chaîne de valeur qui est très, très longue. On a un système mondialisé. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression qu'une ville est à 9 repas du chaos, qui est une expression qu'on recycle, là, qui est quand même assez vieille. Parce qu'en fait, la chaîne de valeur, elle est tellement grande. Juste en Amérique du Nord, on va avoir environ 2000 km entre le champ et l'assiette. Donc, une ville est conçue pour plus ou moins 9 repas. Après ça, bon, ça change entre 3 jours et 2 semaines, là, mais après ça, on n'aurait comme plus de nourriture dans la ville pour subvenir aux besoins des populations. Il faut réinventorier la ville. Ensuite, avec les légumes frais, ben, on a des inventaires qui sont juste à temps. Fait que c'est quand même plus difficile de réfléchir à la nourriture comme on va réfléchir de l'iPhone ou des souliers ou du linge, par exemple, en termes de chaîne de valeur. Puis il y a toujours l'effet domino quand il y a des pénuries. Dans le fond, il y a une différence entre des pénuries sur la chaîne d'approvisionnement puis la pénurie visuelle dans une épicerie quand, par exemple, on va stocker en cas de panique ou en cas de choc. Et donc, les villes vont tendre à vouloir diversifier leur chaîne de valeur, rapprocher surtout l'agriculture et coordonner leur système avec plusieurs acteurs. Ce qui fait que je travaille avec différentes approches territoriales. Donc, ben là, je ne vous les nommerai pas toutes, mais vous êtes familier avec la frontière administrative, comme une région comme la Montérégie ou comme le centre du Québec. On a des logiques biophysiques comme une écorégion de la vallée du Saint-Laurent. On a des logiques fonctionnelles comme la communauté métropolitaine. Fait que toutes ces logiques-là sont valables et entrent en communication dans la chaîne de valeur alimentaire. La biorégion, c'est un peu comme tout ça mis ensemble dans une région. Donc, on ne reste pas nécessairement dans la frontière administrative. On va en sortir selon différentes logiques, que ce soit fonctionnelle ou écologique, ou culturelle ou sociale. Ce qui rapproche en fait un peu de l'économie circulaire dans le sens où ben, l'économie circulaire aussi va y aller par la logique des flux organiques, matériels, par la coordination des acteurs, puis par cette espèce de bouclage de boucle au sein d'un territoire. Ce qui est pertinent, en fait, parce que la ville de Victoriaville est en économie circulaire en ce moment. Ça, c'est des exemples sur lesquels je me base en ce moment pour réfléchir à l'approche biorégionale à Victoriaville. Donc, en Italie, il y a les districts Cilento qui sont en agroéconomie, agrotourisme, qui ont un peu cet esprit-là de biorégion. Puis au Québec, on a la Fabrégion BSL, qui n'est pas tant une biorégion, mais qui a cet esprit, en fait, de multiples logiques au sein d'un même territoire. Puis parce qu'on a juste 5 minutes, je vais passer vite, mais Victoriaville, en fait, c'est quand même une région intéressante pour la biorégion parce qu'on a déjà plusieurs logiques écologiques avec 4 bassins versants dans la MRC. On a 3 zones géomorphologiques, donc on a beaucoup de dynamique écologique sur le territoire. On a déjà des gens qui sont engagés en termes d'économie circulaire, de collaboration, de coordination. Puis c'est vraiment un territoire qui a énormément de documentation, donc ils ont une bonne connaissance du territoire. Il s'agit de voir si l'information se parle ensemble et trouve des vases communicants. C'est un projet qui est, en fait, je vais vous montrer l'autre diapo. C'est un projet qui est financé par le FRQ. Donc, dans le fond, l'INRIS, c'est l'université de rattache. Et avec le FRQ, les Fonds de recherche du Québec vont financer la recherche pour que je sois directement milieu preneur, puis que j'ai accès, dans le fond, aux acteurs du terrain, à la documentation interne, à la dynamique du territoire, puis que je puisse avoir une recherche qui va se contextualiser directement dans le milieu, plutôt que d'être dans un milieu universitaire, puis de créer de la donnée un peu dans les nuages. Si je peux le faire pas que ce qu'on fait, c'est des nuages, mais c'est juste pour montrer le niveau de théorique de s'ancrer. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. À toi, Nicolas. Merci beaucoup. Tu peux taper ça? Oui, tu peux juste. Ah, c'est quoi? Ah, je pensais que c'était. C'est fluide. Oui, c'est fluide. Hein? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Alors, je ne donnerai pas le titre parce que c'est difficile à prononcer. C'est un projet qu'on a mené, donc financé par le réseau de recherche en économie circulaire, mené aussi avec un étudiant, un doctorant à l'Université de Montréal et puis une étudiante aussi, Viviane Auclair, qui est étudiante avec moi. La particularité un peu du projet, c'est que le fait que, d'une certaine manière, j'étais partie j'étais le milieu preneur il y a 2 ans. C'est-à-dire que j'étais urbaniste à la Ville de Montréal il y a 2 ans avant de sauter la clôture et de devenir professeur. Donc, je suis ici depuis il y a 2 ans. Et quand j'étais urbaniste, un des territoires, le quartier Namur-Hippodrome, que je vais présenter, avait comme intention d'essayer de développer cette idée de
à la fois d'économie circulaire et d'autonomie alimentaire. Donc, en sautant la clôture, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de comparer, donc d'essayer de voir comment ça pourrait vraiment prendre forme, cette espèce d'organisation spatiale à l'intérieur de ce projet-là, mais aussi d'un autre quartier qui est le quartier-ville. Et le contexte était particulièrement riche pour recevoir, dans le fond, accueillir ce projet-là, parce que d'une part, il y a des PDCN, des plans de développement de communautés nourricières qui sont développés un peu partout dans les arrondissements montréalais. Il y a aussi un intérêt aussi pour développer l'économie circulaire de manière générale à la Ville de Montréal. Il y a un intérêt donc pour développer cette autonomie alimentaire à l'intérieur des différents arrondissements, un peu comme le fait Victoriaville d'ailleurs. C'est peut-être pour moi un modèle à copier, mais à une échelle peut-être un peu plus dense ou un peu plus urbaine. Il y a aussi une ouverture de la part des arrondissements montréalais, un peu parce que je les ai influencés depuis des années pendant que j'étais là, à faire de la recherche scientifique, à aller un petit peu au-delà j'oserais dire, de simplement, dans le projet qui m'intéresse, simplement considérer l'agriculture alimentaire, point à la ligne, alors que c'est beaucoup plus, concept beaucoup plus riche que ça. Et donc, on a mené une étude qui en se posant la question, est-ce qu'on peut territorialiser, organiser ce territoire-là pour que ça fonctionne? Et ce qu'on a fait de manière particulière, c'est qu'on a utilisé le concept de métabolisme urbain. Là, c'est la part notamment de Philippe Genois Lefrançois qui présente demain, qui a présenté mardi aussi. Donc, en disant, est-ce que l'idée de métabolisme urbain, c'est quelque chose d'intéressant à considérer? Quand on a présenté cette thématique-là ou ce concept-là aux arrondissements, plutôt que de dire, ah, c'est trop scientifique, ils ont trouvé ça au contraire très intéressant, très riche, complémentaire à leur propre démarche. Donc, on a eu une belle réceptivité et on essaie de considérer, dans le fond, l'écosystème avec des diagrammes de santé que vous avez à droite ici, dans les deux arrondissements. Donc, quelle est la part de matière à l'intérieur de chacun des arrondissements? Donc, quel est l'input de matière d'aliments? Et qu'est-ce qui ressort aussi en termes de valorisation après avoir ingéré évidemment le tout. Alors, on se rendait compte qu'il y avait pas beaucoup de production locale, évidemment. Donc, cette idée d'autonomie alimentaire était restreinte. Et l'idée aussi de mettre en valeur, dans le fond, tout ce qui était ce qu'on considère souvent les déchets comme étant, dans le fond, envoyés à l'extérieur de l'arrondissement. Donc, on s'est dit, est-ce que en 2050, on a fourni un diagramme de santé bonifié en disant, et si parce que c'est tout ça qu'on fait, on fait de la prospective, on se projette, vous l'avez compris, en 2050. Et si on optimisait, dans le fond, cette espèce de récupération ou cette organisation des flux-là de manière différente en produisant localement, il y a déjà des productions, mais si on l'optimisait et en s'assurant que les matières ne sont pas considérées comme des déchets, mais plutôt comme des ressources. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et on a donc tenté un peu d'organiser cette chaîne de valeur-là un peu comme ce que Valérie expliquait tout à l'heure. Donc, on l'a fait, je le disais, dans deux territoires montréalais, l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, donc le territoire au complet, et le territoire, le quartier de la Hippodrome, vous êtes peut-être pas tous de Montréal, mais en plein centre de l'île, l'ancien hippodrome en plein redéveloppement, où il y a déjà dans ces deux cas-là un certain nombre de gisements qui existent aussi, mais surtout beaucoup de potentiel, des terrains qui sont en friche, des terrains qui sont pas encore développés, surtout dans l'hippodrome. Vous avez à peu près la moitié du territoire qui est un immense terrain vacant, qui a déjà un peu de production alimentaire, des abeilles et tout ça, mais c'est quand même restreint. Alors, est-ce qu'on peut redévelopper tout ça et organiser ça en développant des projets ou en optimisant un peu les développements pour faire en sorte de développer l'autonomie alimentaire. Donc, et on le fait en se projetant dans l'avenir avec 3 scénarios disruptifs en se disant, et si, comme je le disais tout à l'heure, on se donnait des objectifs vraiment ambitieux, une organisation complètement différente du territoire, le rôle des intervenants locaux complètement revus, la signification en fait de chaque partie du territoire ayant une valeur en soi. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose? Donc, on a essayé d'optimiser cette réflexion-là, de pousser les gens à se sortir de leur quotidien, de dire, moi, je produis telle affaire, moi, je produis telle affaire, moi, j'optimise mes ressources de cette manière-là, en se disant, et si on allait plus loin, on changeait votre rôle, on le mettait différemment, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, on a fait ce travail-là et ça produit, donc on demandait aussi aux gens de produire en design, c'est très commun, là, moi, je suis urbaniste, j'aime bien ce genre de visuel-là, un panneau de 3 pieds, une grande affiche 3 pieds par 4 pieds, pour demander aux gens de construire un récit, de construire en fait une nouvelle utopie urbaine, de construire un récit avec ça et de se demander par quoi on commence, quel serait le rôle de partenaire le plus pertinent pour développer ça, en essayant de dire, ben, c'est pas le rôle des gouvernements, c'est le rôle
des municipalités, c'est le rôle du milieu comme tel pour essayer de penser, on compte tout le temps sur les gouvernements pour essayer de la situation gouvernementale n'est pas idéale. Donc, comment les ressources pourraient s'organiser pour revoir un peu cette organisation-là. Et donc, on leur demandait de faire tout ça. Puis, on demandait aussi d'organiser la territorialisation avec des petites cartes. Là, c'est ce que vous avez là, sur différentes couleurs. Il y avait les lieux de production, les lieux de consommation, les sources énergétiques, la mobilité. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai écrit des notes, mais je me relis plus. Pour essayer d'organiser donc cette territorialisation. Donc, ça a été quand même très riche voyons, échange. On est encore en train d'analyser parce qu'il y en a un qu'on a tenu en février, l'autre en avril. Donc, on est encore en train d'évaluer un peu la pertinence de tout ça et on va sortir des projets. Mais donc, on a quand même un certain nombre de fédérer les acteurs qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas. À toi, Andréane. Oui, je m'excuse pour la voix d'avance. Je vais m'assurer que mes collègues ici ne reviennent pas avec le même virus que moi. On continue sur la lancée un peu de la prospective. C'est un projet qui a été financé aussi par le Réseau de la recherche en économie circulaire du Québec, puis qui tire son... Oh, déjà là? OK. Qui tire son origine d'un état des lieux qu'on avait réalisé sur l'industrie du cuir et de la fourrure. Oui, qu'on avait fait des constats quand même, je dirais, qui nous avaient alarmés, c'est-à-dire au niveau économique, on voyait des balances commerciales qui sont négatives. Notre matière première, les peaux brutes sont jetées ou exportées au mieux, alors que quand on veut des produits en cuir ou en fourrure, on va les importer. Au niveau écologique, il y a un gaspillage de matière carrément. Puis au niveau social, des enjeux d'acceptabilité sociale, soit en lien avec l'impact environnemental des procédés ou encore avec la mort animale comme telle. Puis, dans cette recherche-là qui a été réalisée par un collègue, Charles Deslandes, qui était chez Ecofood, l'économie circulaire se présentait vraiment comme l'approche à mettre de l'avant pour favoriser justement une meilleure acceptabilité, puis d'avoir un développement de la filière aussi qui soit cohérent avec ce que les consommateurs attendent aussi. Ici, je vous présente un peu ce qu'on a décidé d'inclure dans notre filière. C'est le schéma qui est présenté ici. Donc, c'était notre terrain de jeu, en fait, pour ce projet-là. C'était des parties prenantes qui proviennent soit qui sont des fournisseurs de peaux, soit d'animaux sauvages ou d'élevage. Donc, il y a le volet agricole, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis agronome, fait que c'est plus mon domaine. Ensuite, il y a la transformation primaire, donc de convertir la peau en cuir ou en fourrure par le tannage. La transformation secondaire de fabriquer des biens de consommation. Tous les acteurs qui sont plus au niveau de la réparation, de l'entretien, jusqu'aux consommateurs. Puis en trame de fond, tous les organismes de soutien qui viennent aider ces organismes-là, ces entreprises-là. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a fait un inventaire en faisant des recherches au registraire des entreprises sur Google. On a eu plus de 500 parties prenantes qu'on a identifiées au Québec. Puis de ces 500-là, il y a 40 personnes qui se sont inscrites pour participer au projet. En quoi ça consistait, le projet? C'était 4 rencontres d'environ 1 heure. Il fallait être vraiment dans l'efficacité parce qu'on a des entreprises, puis le temps, c'est encore plus précieux. De leur demander 1 heure de leur temps, c'est encore plus difficile que de leur demander une contribution financière à un projet, là. Fait que, donc, on avait ce souci-là. Donc, les 4 rencontres, il y avait une démarche donc logique en lien avec la prospective. Premièrement, de faire un diagnostic de la situation. Ça s'est réalisé, c'était en 2025, donc les rencontres ont eu lieu. Ensuite, le scénario tendanciel. Si il n'y a rien qui change, où est-ce qu'on va être en 2050 à partir du diagnostic? Les scénarios prospectifs. Donc, ça, c'est des scénarios que nous, on avait développés, qui des fois sont très futuristes, limite science-fiction. Et les gens devaient les analyser, identifier des éléments souhaitables et redoutables dans chacun de ces scénarios-là. Puis finalement, la rencontre de feuilles de route, on s'entend, là, en 1 heure, c'est une amorce de feuilles de route. Mais donc, de dire, on a vu, on est où en 2025, on sait où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on ne veut pas aller en 2050, comment on fait? Comment on trace ce chemin-là? Fait c'est fortement, je ne l'ai pas mentionné, mais inspiré des chemins de transition aussi. Donc, on a eu des rencontres, on s'est fait aider aussi à ce niveau-là. Bon, je ne présente pas les résultats là, de manière très, très détaillée, mais juste pour vous montrer que tout ça, c'est fait sur des outils collaboratifs Miro.
pour ne pas le nommer. Donc, on a pu prendre tous les éléments des post-it, les entrer dans des logiciels, faire la codification pour faire sortir les thématiques les plus importantes qui ressortaient en fonction de la rencontre, là, du type de sujet qui était abordé. Fait que là, comme je l'ai dit, on ne rentre pas dans le détail, mais simplement pour peut-être nommer les 3 thématiques qui ont été le plus souvent abordées, ben, c'est en lien avec les attentes sociétales et les défis éthiques. Donc, en lien avec l'acceptabilité sociale, beaucoup. La gestion durable des ressources, qui est nommée vraiment comme étant quelque chose de souhaitable par les acteurs même. Donc, on sait que c'est souhaitable par les consommateurs, mais par les gens de la filière également. Ça a été nommé. Et beaucoup d'enjeux avec l'entrepreneuriat, surtout au niveau de la relève, qui ont été discutés aussi. Comme je le disais, le but, c'était d'aller vers une feuille de route. Donc, on dit que c'est une amorce de feuille de route. Un peu de la même manière, on a regroupé un peu les éléments qui ont été discutés. Là, je vais juste vous présenter les principales, les 3 grandes étapes, disons, d'une feuille de route là, à l'issue de la 4e rencontre. Donc, premièrement, ben, c'est d'apprendre à se connaître. Les gens ont réalisé qu'ils ne se connaissaient pas entre eux au sein de la filière. Ensuite, de se structurer. Puis ça, je dirais que c'est donc, possiblement le jalon pivot, là, c'est-à-dire d'avoir une entité qui puisse soutenir l'ensemble de la filière et les entreprises, et tout ça dans le but d'aller travailler à documenter puis à améliorer éventuellement l'image auprès des consommateurs. Je termine là-dessus en disant bon, qu'il y a 2 semaines, on a réussi à faire un sommet, le premier sommet québécois de la filière du cuir et de la fourrure à Saint-Félicien. Il y a 60 personnes qui se sont déplacées, donc en présence, qui ont pu justement apprendre à se connaître. Donc, on est déjà quasiment en train d'appliquer la feuille de route, mais on en a profité pour faire un atelier aussi pour aller plus loin. Donc, toutes ces post-it-là m'attendent dans mon bureau en revenant. Et puis, ben, on a aussi d'autres recherches un petit peu connexes, mais qui visent aussi qui rejoignent là, la thématique là, de l'acceptabilité sociale. Une recherche avec Myriam Epps qui collabore aussi sur ce projet-là, mais au niveau de la perception des consommateurs, vraiment, c'est plus spécifique au Québec. Après ça, une recherche sur les discours des médias aussi. Parce que c'est ça, l'acceptabilité sociale, ça ressort beaucoup, mais on veut venir valider, ben, c'est quoi les enjeux qui accrochent? Est-ce que c'est réel ou c'est vraiment une perception? Puis, ben, les prochaines étapes, ben, ce sera de mettre en œuvre la feuille là. Merci beaucoup, Andréane. Très intéressant. Et Grégory, à toi maintenant. Oui, donc bonjour. Donc moi, je vais vous présenter un projet. Je vais vous présenter Flora un petit peu, puis faire le lien avec le sujet du colloque aujourd'hui. Donc Flora Cure Végétale, c'est une entreprise en fait qui est née en 2022 d'une rencontre entre Fanny Laroche, qui est cofondatrice avec moi, qui vient du domaine de la mode, styliste, et qui voulait offrir à sa clientèle des produits plus éthiques, locaux. Et dans ses idées, elle voulait développer un cuir, donc un matériel qui ressemble au cuir, alternatif à partir donc de résidus donc agroalimentaires. Moi, je suis un ancien chercheur chimiste. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un centre collégial de transfert des technologies et j'ai fait beaucoup de projets avec différentes matières résiduelles. Donc, c'est quelque chose qui m'a allumé beaucoup et on a décidé de fonder Flora. En gros, qu'est-ce qu'on veut proposer chez Flora? C'est qu'actuellement, dans le milieu du cuir en général, mais je dirais dans le milieu du design, il y a peu d'offres vraiment écologiques. Donc, il y a beaucoup de greenwashing. Vous le savez, peut-être que parmi vous, vous avez des sacoches en cuir vegan qui sont ni plus ni moins que des sacoches en plastique, ni recyclables, ni biodégradables. Donc, nous, on voulait vraiment proposer une offre qui, justement, nous permette de répondre donc à ces enjeux-là, de proposer quelque chose de, je dirais, de transparent. Donc, on s'est attaqué, en fait, on a décidé de développer donc un cuir biosourcé à partir de résidus agroalimentaires. Donc, c'est vraiment le focus de notre entreprise. Donc, on est des producteurs donc de cuir. Et la première matière qu'on a décidé d'utiliser, c'est la pomme. La pomme, c'est un fruit emblématique au Québec. Donc, le Canada est le 21e producteur de pommes au monde. Il y a beaucoup de résidus qui sont générés. Il y a certaines valorisations, un peu de compostage, un peu d'utilisation de nutrition animale, mais ça reste très marginal. Donc, c'est à peu près 70 000 tonnes de résidus qui sont produits, issus de la production de jus, de cidre, de glace, et qui vont générer, bien sûr, souvent, les vergers vont en disposer, ils sont envoyés dans les sites d'enfouissement, et donc vont générer du méthane, CO2, etc. Donc, un grand potentiel. Et donc, on travaille actuellement avec 3 gros vergers donc, en Montérégie. Notre innovation, c'est d'avoir développé en fait une recette propriétaire de cuir de pomme. C'est un matériel, en fait, c'est un film qui va être laminé sur un tissu support
Et on a développé aussi une approche de finition personnalisée qui nous permet de modifier la texture, la couleur également. Tout ça avec un maximum d'intrants d'origine renouvelable. Donc, il y a certaines formulations qui sont pratiquement 100% biosourcées. Malheureusement, il y en a d'autres qui ne le sont pas pour différentes raisons. Il y a des additifs qui demeurent donc non biosourcés encore. Notre modèle d'affaires, il est basé bien sûr sur le concept d'économie circulaire, donc par le résidu, mais pas seulement. Puis on a aussi décidé d'externaliser notre production. Donc on travaille avec des entreprises qui disposent des équipements, mais qui ne font pas la production donc, de cuir actuellement. Donc c'est vraiment le positionnement donc qu'on a pris donc avec l'entreprise. On est aussi, très tôt donc dans notre développement, on a mené une étude d'impact. On travaille avec l'entreprise Oaxia. Donc, c'est un premier bilan, je dirais, de notre chaîne de production qu'on améliore sans cesse. Puis c'est un peu une feuille de route qu'on utilise justement pour garder le cap, pour vraiment proposer donc un produit donc le plus éthique possible. On a une stratégie de propriété intellectuelle, donc on a un brevet qui est actuellement déposé donc en phase nationale, donc au Canada, États-Unis, en Europe. On a un brevet provisoire qui va être déposé, puis une marque qui est protégée également. Donc, j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi la stratégie de propriété intellectuelle est importante pour nous. Donc, on est en B2B, on est fabricant de cuir, puis ce qu'on vise ultimement, c'est remplacer le cuir ou du moins apporter une solution différente dans tous les secteurs où on en trouve, mais il fallait donc se focuser sur un secteur. Et on a donc été sur le secteur de l'ameublement. Donc, le cuir animal, c'est un marché qui est colossal à l'échelle mondiale. Il y a plusieurs niches. Il y a le cuir vegan qui est apparu, donc terminologie un peu plus marketing, et le cuir biosourcé dans lequel on est, qui est en forte progression donc, depuis quelques années. On est en pré-commercialisation actuellement et peut-être pour faire le lien donc avec le colloque, donc bien sûr pour en arriver là, on ne l'a pas fait tout seul. Donc on travaille avec plusieurs centres collégiaux de transfert des technologies. Le groupe CTT est au cœur donc de notre développement, donc en textile technique à Saint-Hyacinthe, Coalia également. Puis on a des collaborations avec Innovem parce que ça touche donc le secteur du bois, avec nos partenaires du secteur du meuble, l'ICI, Biopter et Vestec Pro. On a plus été vers des projets donc exploratoires. Donc, on a externalisé la production, mais bien sûr, la R&D aussi est beaucoup externalisée. On a une certaine capacité à l'interne, mais on ne peut pas répondre donc à tous nos enjeux. Donc, voilà un peu le portrait donc, de Flora Curvisual. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup, avocate, pour la présentation de vos projets. C'est super riche et intéressant. On aurait voulu avoir au moins certainement 20 minutes pour chacun des projets. J'aimerais maintenant qu'on explore un peu plus spécifiquement la thématique de notre colloque, qui est vraiment le lien entre la recherche des milieux-preneurs. Dans les deux sens, puisqu'on voit qu'il y a des milieux-preneurs qui travaillent avec la recherche, c'est votre cas, et l'inverse, évidemment, de votre côté. Donc, peut-être une des premières questions que j'aurais le goût de vous poser, c'est quoi les bénéfices, mais aussi les défis de travailler donc avec l'un ou l'autre. Donc, quand on est issu de la recherche, donc on travaille avec les milieux-preneurs, et l'inverse, quand on est dans les milieux-preneurs, de travailler avec la recherche. Donc, j'ai le goût de lancer la question, peut-être Andréane, pour débuter. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, Grégory, je sais qu'il y a une expérience aussi avec les CCTP, puis il l'a bien nommé. Dans les centres collégiaux de transfert technologique, c'est quasiment une obligation d'être avec les milieux preneurs. Donc, c'est vraiment un souci qu'on a souvent purement au niveau du financement. Il faut souvent aller chercher une contribution. Donc, c'est sûr qu'on aligne nos projets beaucoup là, pour que les retombées, puis on arrive à aller pour pouvoir les solliciter de nouveau, il faut vraiment répondre bien aux besoins des milieux preneurs. Donc, c'est quelque chose, puis dans le projet qu'on a fait là en particulier, c'est tout à fait aussi nécessaire. Un des défis qu'on a dans un projet comme celui-là, c'est que pour mobiliser nos milieux, souvent, il faut qu'il y ait des retombées qui soient concrètes et immédiates. Et dans un mois, je vais pouvoir avoir un retour sur mon investissement de temps que j'ai. Mais là, c'est un projet qui vise 2050. Là, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc, ça, c'était quand même déjà un bon défi. Par contre, vraiment, là, un des aspects positifs d'avoir tous ces gens-là ensemble, on a senti que ça brisait un certain isolement, que ça facilitait la compréhension. On a autour de la table des gens qui sont des abattoirs, des trappeurs, avec des designers de mode. Puis, ben, ils parlent des langages complètement différents, ils ont des réalités d'entreprise complètement différentes, mais en bout de ligne, un a besoin de l'autre. Fait qu'il faut qu'ils se comprennent, qu'ils arrivent à se parler ensemble. Donc, ça, cet aspect-là, c'était un défi, mais en bout de ligne, quand on passe par-dessus ça, ben, on arrive à justement tirer des belles choses.
Là, je sais que j'ai des collègues qui veulent intervenir aussi, fait que je vais aller rapidement, là, mais nous, dans notre filière en particulier, l'intégration des Premières Nations et Inuit, c'est quelque chose de très important par simplement la thématique là, de la filière. Puis d'intégrer les milieux preneurs dès le début d'une démarche comme celle-ci, ben, c'est essentiel. C'est inévitable. Là. Fait qu'il faut vraiment, on peut pas développer une feuille de route puis arriver puis dire, ben voilà, c'est comme ça que ça va faire. Fait que ça, c'est un aspect qui était vraiment nécessaire. Ben sinon, le défi, c'est vraiment que nos entreprises sont très sollicitées puis qui manquent de temps. Fait que c'est pour ça, des rencontres d'une heure, il faut être très efficace et pas trop en demander. En effet, ouais, c'est Ouais. pas évident. Voilà. Qu'en penses-tu, Nicolas? Oui, bien, je vais continuer un peu sur ce que tu viens de dire, André, parce que nous, on était évidemment dans une démarche, je le disais tout à l'heure, de planification urbaine, donc deux arrondissements montréalais qui souhaitent essayer de réfléchir à comment augmenter l'autonomie alimentaire dans leur secteur. Évidemment, il y en a un territoire qui est presque blanc, là, je veux dire, la feuille blanche, on peut faire ce qu'on veut. L'autre, déjà un quartier structuré, mais dans les deux cas, ils ont des acteurs terrains qui sont dispersés un peu partout. Puis, en effet, comme André a dit, ne se parlent pas nécessairement, sont isolés, chacun de leur côté. Oui, dans l'arrondissement d'Haïti-Cartierville, il y a la centrale agricole qui est une espèce d'organisme qui fédère des entreprises qui développent des technologies pour développer de l'alimentaire de manière très, très ciblée, mais ils ne parlent pas nécessairement à l'arrondissement ou aux autres acteurs. Et le fait de les solliciter, un chercheur universitaire, donc pour un projet de réflexion ancré sur la vision là, à long terme aussi, ça permet donc d'apporter, je pense, une vision complètement différente. Évidemment, par contre, le défi, c'est que c'est une méthode qui est exigeante, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir, c'est déstabilisant complètement. Donc, on utilise un langage, pas tant de métabolisme urbain, étrangement, parce que ça, ils sont capables de saisir ça, mais l'idée de se projeter dans l'avenir, d'essayer de réfléchir au récit qu'on leur présentait. Là, je prends 30 secondes pour raconter l'histoire. Là. À peine réveillé, on est en 2050, elle ira au la baie vitrée donnant sur sa chambre. Le paysage qui s'offre à elle est extraordinaire. Il y a des salles protéiques, des entrepôts de déconstruction, des conteneurs aquaponiques, des pluies de carbone teintées par le microalgue. Là, les gens ils te regardent, ils disent ça, puis wow, qu'est-ce que vous avez pris, consommé? Alors, mais on leur explique que ce sont toutes des technologies qui existent, qui sont en développement, qui certainement vont prendre plus de place dans 25 ans. Par contre, assimiler un petit peu tout ce langage-là, c'est difficile. Mais le fait qu'il y avait un État fédérateur, c'est-à-dire les arrondissements montréalais, qui servaient un peu de courroie de transmission, qui donnait une certaine légitimité, je pense que ça facilitait aussi à donner une crédibilité. Donc, il y avait cette occasion-là. Il y avait des acteurs aussi qu'on connaissait tout le monde, l'UFA, qui possède des toits des serres immenses. Ils ne parlent pas nécessairement aux autres acteurs. Or, ils étaient présents, ils ont pu présenter un peu leur rôle, puis jouer un rôle actif là-dedans. Et je pense que ça l'a décloisonné, je dirais ça. Ça permet, la recherche scientifique, de décloisonner peut-être certaines cloisons, certaines façons de faire aussi qu'on était habitué de faire. Donc, voilà un peu exigeant d'un point de vue temporel aussi. Hein. Ça, je réinsiste là-dessus. Vous l'avez fait en une heure, nous, on faisait une demi-journée. Les gens nous disaient, ah, là, au bout de, on n'a pas assez, on aurait aimé ça pour en faire plus. Ouais, mais quand on vous demande de prendre une journée, vous n'êtes pas là. Fait que, tu sais, c'est un peu le catch-22 là, dans la journée. Mais finalement, beaucoup de gens nous disaient aussi à la fin, je te complète là-dessus, ah, c'est super intéressant ce que vous faites. J'aimerais ça le récupérer, le réutiliser dans mon domaine avec les gens avec qui je côtoie. On avait des professionnels, des architectes de paysage, des urbanistes. Ah, c'est le fun, on va pouvoir le récupérer. Peut-être même que vous pourriez faire une présentation. Là, mais bon, il y a cette dynamique-là différente, je pense, qui s'installe. Merci, Nicolas. Grégory, je tourne vers toi. Tu travailles avec Vestecpo notamment depuis cet été novembre. Oui. C'est quoi ces défis de travailler avec, de partir des milieux preneurs vers la recherche? Les défis et les bénéfices, bien entendu. Oui, je vais commencer par les bénéfices. Il y en a beaucoup. C'est sûr que les bénéfices, je dirais, qui sont assez classiques. On a accès à des expertises de pointe, des équipements, une crédibilité que ça donne aussi à une jeune entreprise comme nous, aussi de travailler avec ces centres-là. L'accès à des tests normalisés aussi qui nous permettent de qualifier notre produit. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Puis la couche que je rajouterai en plus, c'est que au gros, cet été, ils ont une chaire industrielle en écotextile. Donc, il y a une sensibilité dans l'organisation pour l'économie circulaire, pour les biomatériaux. Donc, nous, c'était quelque chose de super intéressant. Donc, on n'a pas eu à argumenter, convaincre. Je veux dire, on est arrivé en terrain connu. Donc, ça, c'était vraiment génial. Je dirais aussi, au
au niveau des avantages aussi, c'est que dans le cadre de nos collaborations, nos partenaires nous ont ouverts aussi à leurs clients. Et ce que ça a permis de faire, dans notre cas, c'est de trouver nos partenaires de production. C'est comme ça qu'on les a trouvés. On n'a pas, c'est eux qui nous ont aidés, qui nous ont introduits, etc. Donc ça a été vraiment génial. Les défis, il y en a toujours. Le premier que je vais soulever, je dirais que c'est un faux défi, mais je veux le mentionner quand même, c'est que souvent, dans le monde entrepreneuriat, ça va vite. Moi, je pense que ça va trop vite. Donc, c'est sûr que c'est d'arrimer, en fait, les exigences puis les délais d'un projet de recherche. C'est normal, il faut prendre le temps de le faire. Avec nous, les exigences de faire entrer de l'argent donc, dans l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je dirais l'autre point aussi, c'est le passage à l'échelle industrielle, qui est vraiment un élément clé. C'est vraiment essentiel pour justement être capable de produire donc, de façon fiable le produit. Puis c'est d'arrimer tout ça finalement, le troisième défi. Donc le coût, la performance, la circularité donc, du produit, puis un produit qui soit commercialisable en fait. Oui, c'est. Merci. Valérie, dans un ancrage territorial, nécessairement, il y a beaucoup de cohésion à amener entre les différents acteurs, que ce soit des milieux-preneurs ou de recherche. J'aimerais t'entendre là-dessus sur les bénéfices des défis dans ce contexte-là. Ben, je vais commencer par les défis, parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit, Nicolas, à propos du langage commun. On n'a pas besoin d'être en 2050 pour avoir le misère avec le langage commun. Tu sais, déjà, à l'université, je trouve qu'il y a un défi de vulgarisation de notre recherche pour aller chercher un grand public. Mais quand on s'insère dans un milieu preneur, il y a comme un troisième langage parce que il y a une attente scientifique derrière notre travail, il y a une attente de données probantes dans un langage qui est non infantilisant parce qu'on a quand même avec des gens qui ont quand même un certain niveau de connaissances puis de processus méthodologique. Mais il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à des élus aussi, qu'on va s'adresser à la population. Puis, fait qu'il y a comme, des fois, ça me donne l'impression que je travaille en double et en triple parce que pour un même message, je vais le retravailler à plusieurs niveaux, dans plusieurs types de documents. Puis je trouve qu'éventuellement, c'est soufflant intellectuellement de tout le temps se projeter dans un nouveau public. J'imagine qu'au fil du temps, on prend un air d'aller, là, comme on dit, mais au début de ma résidence, je trouve ça très, très difficile avant de présenter quelque chose, de tout le temps me mettre dans la position, bon, je vais parler à qui, puis ça va être quoi le message, puis comment je vais le délivrer pour qu'on ait une compréhension. Par contre, je trouve que l'envers de la médaille, c'est qu'on a vraiment un positionnement de légitimation mutuelle ou parce que j'arrive avec un bagage universitaire, je vais par défaut légitimer les autres projets de recherche qu'ils vont avoir dans le milieu. Je vais les aider dans leur processus méthodologique, ce qui fait qu'eux, ils vont comme surfer sur ma crédibilité scientifique. Et à l'inverse, quand je vais m'insérer dans le milieu preneur, je vais parler à des gens parce que je fais partie de la gang ou de la famille de Victoriaville. Ah, tu connais une telle. Ah, c'est elle qui t'a référé. Ah, elle t'a dit de m'appeler. Fait que je rentre tout de suite. C'est super facile. Les gens sont super ouverts à me parler. Puis, j'ai jamais eu autant de facilité à. En fait, je sais pas si je suis victime de mon succès parce que des fois, je suis obligée de dire, je suis pas rendue à te parler. Puis comme ça va trop vite pour moi parce que tout le monde est comme porté à vouloir avoir une part du gâteau. Puis, hey, moi, je peux te donner, je peux te la donner, je peux te fournir, je peux. Et ça devient super difficile de process comme en temps réel, là. Mais en fait, c'est bien parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Fait que, voilà. Merci. Je retiens plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Bon, les défis, je retiens un mot, arrimer. Donc, arrimer le temps, arrimer le rythme, arrimer le langage, puis arrimer les besoins aussi. Mais vraisemblablement, vous êtes arrivé, vous avez réussi à le faire. J'aurais plein de questions sur comment vous avez précisément réussi à le faire, mais si on a le temps, on y arrivera. Les bénéfices, décloisonnés, ça revenait souvent. Connecter aussi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que non seulement connecter directement entre vous, milieu-preneur et recherche, mais connecter entre les différents milieux aussi, c'est-à-dire milieu-preneurs eux-mêmes qui ne se connectaient pas, vraisemblablement. Peut-être même en recherche, ça nous arrive dans notre monde aussi de pas de temps à se connecter. Donc, il y avait ça. Il y avait le volet légitimité du côté milieu-preneur qui va chercher une certaine légitimité, une rigueur au niveau de la recherche. Puis au contraire, le volet de la recherche va chercher du terrain, de la donnée, du concret, qui viennent alimenter évidemment les recherches, la prospective, dans le cas de. Donc, super riche, super intéressant. J'ai le goût d'aller maintenant sur la deuxième thématique de notre colloque qui touche au volet régénératif.
plus abstrait, même le terme est plus abstrait. Donc, peut-être pour le bénéfice de tous, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on entend par économie régénérative? Ben, c'est une économie qui dépasse la simple réduction d'impact. Ce qu'on veut, c'est plutôt créer une valeur positive. Donc, d'aller peut-être réparer et revitaliser les écosystèmes, mais aussi pas juste les écosystèmes naturels, mais les écosystèmes sociaux également. Donc, c'est ça le volet régénératif. Donc, dans ce contexte-là, j'aurais le goût de faire un peu de prospective avec vous maintenant et de vous demander dans chacune de vos filières, donc cuir et fourrure et système alimentaire, ce serait quoi de passer d'une logique de réduction des impacts à une logique régénérative? Et tant qu'à faire, ben, tant qu'à se projeter, ça ressemblerait à quoi votre filière dans 20-30 ans? Je pense que je vais aller avec toi, Valérie, pour vous. C'est bon. En fait, moi, ce qui me parle le plus dans le régénératif, c'est qu'on a une temporalité qui est très longue. L'exemple que je donnais au début de ma recherche, c'est-à-dire, tu sais, tu coupes un arbre, tu en plantes un nouveau, mais par le temps que le nouvel arbre te donne tous les services écosystémiques que l'ancien te donnait, il va se passer combien de cycles électoraux? Il va se passer, tu sais, avec combien de groupes gouvernementaux différents? Puis, dans une optique d'économie circulaire, c'est plus facile parce qu'en fait, si tu sors l'économie circulaire de l'ancrage territorial, ça reste une question de recyclage, puis de comment on va boucler les flux. Puis l'économie circulaire en soi n'est pas prescriptif au niveau du territoire. Fait que quand tu regardes le concept, parce que c'est un concept plus large que le recyclage, mais quand tu regardes le concept plus largement, tu réalises que du moment que tu vas chercher les bénéfices économiques, sociaux, environnementaux qui sont promis, tu pourrais, des fois, c'est peut-être mieux d'envoyer ton produit en Europe, de le ramener au Canada, plutôt que de le laisser sur le territoire du centre du Québec. Parce que, tu sais, il n'y a pas. Mais après, si tu vis dans une biorégion qui a beaucoup plus cet ancrage culturel et social plus fort, qui va dire, je veux bien relocaliser ma production alimentaire, mais il faut absolument que je sois consciente de mes dépendances extérieures. On lit le territoire de manière plus intégrée dans d'autres territoires. Encore une fois, ce n'est pas une question de taille ou de où on envoie nos trucs, mais de savoir c'est où que la chaîne de valeur peut briser. Et là, je trouve que ça devient beaucoup plus facile de parler de régénération parce qu'en fait, on a un regard plus systémique sur un seul impact et une caractéristique écologique du territoire, par exemple. Donc, quand on va lire le territoire à l'échelle d'un bassin versant, avec une cohérence plus écologique de ce bassin versant, qui va se déverser dans le fleuve Saint-Laurent, bien là, on va mettre en communication des acteurs qu'on n'aurait pas nécessairement considérés dans le système alimentaire, dont des organismes de bassin versant, dont les comités ZIP qui s'occupent du fleuve Saint-Laurent et qui sont très, très, très allumés sur toute la question de régénération des terres agricoles parce qu'en fait, l'eau et les terres agricoles ont un lien très fort. Bref, ça pour dire que l'économie circulaire, biorégion, encore une fois, ça se parle, puis je pense que ça se parle encore plus. Il y a plus d'intérêt si on parle de régénération du territoire. Il y a un ancrage vraiment fort entre ce volet territoire et régénératif. Ouais. Ça passe pas mal par ce volet-là. C'est ça. Très bien, merci. Grégory, donc dans le domaine du cuir, ça voudrait dire quoi, ça? Ben, je dirais que pour nous, actuellement, on n'est pas là, on est dans la réduction de l'impact. Donc, c'est vraiment notre première partie. Mais rapidement, ce qu'on aimerait faire, c'est soutenir aussi peut-être ce qu'on voit beaucoup, je trouve, avec la valorisation des matières résiduelles, c'est que le point de départ, moi, je trouve que ce n'est pas obligatoirement la matière résiduelle, c'est la matière qui est avant. Celle-là, on s'en occupe pas souvent. Donc, de créer ce lien-là, je pense que c'est important. Puis nous, dans notre vision de développement, on n'a pas encore les moyens de le faire, mais on a une proximité avec nos vergers. On a un verger qui nous fait une première transformation sur le résiduel pour nous. Mais nous, on aimerait retourner ça. Donc, retourner, par exemple, une partie des fonds, des investissements qu'on veut faire pour répondre à certains enjeux de culture au niveau de la pomme, par exemple, sur les vergers. Ça pourrait être quelque chose donc, qui soit comme ça. Donc, de changer un peu agir un peu plus sur la biodiversité, puis pas juste traiter finalement donc, la matière résiduelle. Dans 20-30 ans, c'était ta question aussi, moi je dirais notre point de vue, nous, quand on va présenter le produit, ça sera plus une surprise. Il y en aura plein des produits comme ça. Ça va être banal.
ça va être développé. Ça voudrait dire que derrière, la notion de déchet, que j'aime pas du tout, là, tu sais, que j'utilise malheureusement, ou résidu, elle sera plus là. Donc, ça sera une vraie ressource, tu le mentionnais tout à l'heure, donc une ressource au même titre qu'une ressource extraite, euh, une matière plus noble, on va dire, là. Donc, ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Il faut aussi que les chaînes de production nous, on voit beaucoup un espèce de circuit court entre les producteurs, les industriels avec qui on travaille. Donc, qu'on ait vraiment donc, une économie locale, territoriale qui se mette en place autour de ce genre de matériaux-là. Donc, c'est ça que je verrais pas mal, je dirais, en étant efficient, bien sûr, donc du point de vue énergétique, ressources, etc. Merci beaucoup. Super inspirant. Dans le système alimentaire, qu'est-ce que ça voudrait dire, Nicolas? Vous l'avez compris un peu avec ce que je l'ai présenté tout à l'heure, l'idée même de régénération était comme un peu implicite au projet. On était sur des exercices de planification qui se projetaient dans l'avenir. Donc déjà là, il y a quelque chose d'assez nouveau, qui régénère, je pense, la manière de penser, le rapport au temps notamment, et aussi avec des innovations qu'on intégrait. On intégrait plein de mots, je vous en ai lu quelques-uns tantôt, mais il y avait plein de concepts d'innovation qu'on essayait de réintégrer, je pense. Donc, je pense que ça amenait les gens aussi à penser à être positifs aussi sur des changements qui pourraient s'opérer en termes d'organisation de ce nouvel écosystème-là. Et je pense que juste en soi, je pense que l'idée de régénération est assez présente. Évidemment, la question de l'alimentation, on pourra en débattre longtemps, mais d'ailleurs, on a parlé d'alimentation urbaine et non pas d'agriculture urbaine parce que c'est banal, l'agriculture urbaine. Je pense que on en parle beaucoup, mais dans les arrondissements et tout, dans les villes, mais je pense que on est rendu ailleurs. On est rendu dans l'alimentation urbaine, peut-être même qui se régénère ou qui devient quelque chose aussi d'extrêmement optimisé, très protéiné, tu sais, quelque chose aussi où on pourrait donc développer des aliments bonifiés. Tu sais, ça devient aussi, il faut que ça demeure un moment intéressant, mais il faut optimiser, je pense, les aliments qu'on leur consomme et essayer de les consommer très, très localement. Par contre, le système actuel de sociotechnique est très verrouillé, là, donc c'est pas facile d'intégrer dans cette espèce de système mondial-là, surtout avec quelque chose une ressource très fragile aussi, parce que je ne sais pas c'est toi qui en a parlé ou c'est toi, Valérie? Je pense que c'est toi. On est sur le même thème. Donc, l'aliment, il est fragile, donc on ne peut pas le stocker. Puis je ne veux rien enlever au cuir, mais ou aux matériaux de construction, donc il y a une fragilité. Donc, ça aussi, ça nous amène peut-être. Moi, je vois un potentiel de transformation à long terme parce que cette qualité-là qu'on va aller chercher d'un aliment produit très localement, on va découvrir sa richesse, on va voir que c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui va bien au-delà de simplement un aliment qui a des bénéfices. Il y a des impacts positifs aussi dans le milieu preneur, parce qu'il est produit par des gens locaux, ramassé par des gens locaux aussi. Les enfants vont finir par savoir ce que c'est qu'une carotte, puis d'où ça vient, ou une tomate. Là, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'ils savent tous où ça se fait, mais je pense qu'on a ce potentiel-là aussi de trouver cette espèce de richesse-là et surtout de faire en sorte de ne plus avoir de déchets. Là. Je veux dire, on va tout optimiser. Et dans mon domaine aussi, on va optimiser aussi le territoire. Les friches urbaines, ça n'existera plus parce qu'on va justement prendre chaque partie pour en faire quelque chose ou mettre une serre ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est comme ça que je vois cette espèce de réalité-là dans 20-30 ans. Développer peut-être le modèle, être à l'image de Victoria Ville, je pense qu'il va être encore développer, je pense, sur plusieurs années encore. Donc, qu'on devrait tenter de rejoindre aussi. Merci, Nicolas. Et Andréane, qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine du cuir? Moi, j'aurais voulu avoir un crayon pour noter plein de choses. Là. J'ai mes notes, mais en fait, là, ben, il est trop tard. Il est trop tard, c'est en cours de. Non, c'est parce que tu sais, je savais où je m'en allais. Là, il y a des nouveaux éléments là, qui arrivent. Nous, on est aussi un peu au même stade là, que Grégory. On est plus en mode diminution des effets négatifs sur l'environnement, d'avoir des procédés. Bon, tu sais, c'est tout à fait possible, là. C'est réaliste d'avoir des procédés dont les boutonnages vont comme matière résiduelle fertilisante. Ça, c'est une chose. Mais au niveau vraiment régénératif, je crois qu'on se situe davantage au niveau de l'impact du lien du consommateur avec son écosystème, mais comme partie prenante de l'écosystème. Je ne suis pas à l'extérieur de l'écosystème à observer que lui est méchant pour l'écosystème. Non, genre, chaque décision qu'on prend a un impact. Puis, tu sais, nous, on est beaucoup là-dedans. Tu sais, l'opposition entre l'animal et le végétal, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup.
Mais tu sais, il y a vraiment une meilleure compréhension du consommateur à développer, dans le sens que, tu sais, je suis contre la chasse aux phoques, mais maintenant, il y a 8 espèces de poissons qui sont menacées d'extinction parce qu'il y a une surpopulation de phoques. Ben là, tu sais, c'est ça. Ça a des impacts vraiment très concrets où je choisis un matériau qui ne provient pas d'une peau d'un animal qui a été tué parce que je ne veux pas tuer d'animaux. Par contre, ben, mon produit il est en plastique et il va menacer des populations d'animaux parce que les microplastiques vont se retrouver dans l'environnement. Fait que c'est complexe pour un consommateur qui doit faire un choix d'achat. C'est quelque chose, on en demande beaucoup. Mais on peut retourner justement à l'éducation des enfants. T'sais, moi, j'en ai fait beaucoup d'ateliers dans les écoles là, pour que les enfants sachent que les carottes, ça pousse de cette manière-là. Ça commence là. Fait, vision là, dans 2050, j'avais noté toutes sortes de petits éléments, de la mutualisation qu'on veut voir plus de réparation. Mais tu sais, c'est vraiment le consommateur qui est notre facteur limitant. Puis c'est ça mon rêve, là, je dirais, c'est qu'il y a un peu un changement là. Tu sais, on a des produits qui sont très, très, très durables. Ben, la fast fashion ne cohabite pas bien avec ça. Ça coûte cher, mais c'est ça. Il faut vouloir investir, payer le prix, puis l'entretenir, puis s'assurer que ça dure longtemps. Fait que ce serait ça un peu une vision souhaitable pour 2050. Merci, Andréane. Merci, vous quatre. Encore une fois, super riche. On est même allé un petit peu au-delà de la question, ce que j'aime bien, parce que vous aviez mentionné plusieurs facteurs qui nous amèneraient vers finalement différents secteurs plus régénératifs et durables et circulaires, bien sûr. J'en tiens plusieurs. Moi, le volet territorial est ressorti partout. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça prend vraiment une bonne cohésion territoriale. Et sociale, mais c'est ça, mais territoriale dans toutes ses facettes, hein, économiques, environnementales et sociales, clairement. Ça prend une vision, un regard systémique. Ça a ressorti plusieurs fois dans votre discours, de comprendre ces relations, ces impacts-là et les interrelations qu'on a dans nos actions, entre les acteurs, etc. Donc, ça prend aussi une cohérence entre ces différents liens-là qui existent. Et donc, il y a aussi cette idée de se projeter, vous l'avez fait dans vos projets, mais vous l'avez fait aussi en parlant de vos filières-là présentement. Parce que si on veut tendre vers cette volet régénératif-là, il faut certainement se projeter pour idéaliser ce que ça pourrait être pour éventuellement y aller. Donc, ça sortait vraiment dans votre discours. Il y a beaucoup de sensibilisation, certainement, pour accompagner les différents participants ouverts à ce cadre. Donc, super riche. Merci beaucoup. Ce qui est super chouette, c'est qu'il nous reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes pour prendre des questions maintenant de votre côté, si vous en avez. Donc, on ouvre la discussion. Alors, pas de gêne, juste à lever la main. Et oui, Catherine. Bonjour, merci. C'était un panel vraiment très intéressant. Ça m'amène ailleurs. Moi, je suis une chercheuse sur l'innovation, donc je vais être confrontée d'une question plus d'un niveau universitaire, une question d'un point de vue personnel, et par la suite, une suggestion. Donc, d'abord, la question, c'est à Andréane. J'ai remarqué dans votre garde, vous avez mentionné, vous avez le premier, quand vous aviez un diagramme en barre, dans la première barre, vous aviez innovation et compétences, que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de faire marais comme on reste aujourd'hui, qui représentait le diagnostic. Le diagnostic n'était pas une thématique. Puis moi, je me suis posé la question, pourquoi dans un développement de feuille de route, à mon avis, pour un développement de feuille de route technologique, on aurait besoin, dans le fond, au niveau innovation et compétences, de se poser la question sur qu'est-ce qui nous manque dans l'écosystème. Là, ça m'amène, dans le fond, à la question, le commentaire un peu plus personnel. Moi, je porte du cuir, j'ai aussi du cuir vegan. Je me suis acheté un magnifique débardeur en cuir vegan blanc avec un zip dans le dos. C'est je travaille de Polytechnique, je descends au 3535 Queen Mary, au centre des données sociales, je remonte. Je suis arrivée, j'ai descendu la côte, j'avais mon magnifique débardeur. Sur mon 31. J'arrive en bas, j'étais en nage, je suais comme un cochon. C'est comme si je m'étais enveloppée de saran wrap. C'était une horreur. Je suis arrivée là, j'ai dit à ma gang, je dis bon, attendez-moi un petit instant. Il faut que j'aille essorer mon débardeur de cuir vegan parce qu'il ne prend pas à la main.
Fait que j'ai passé la journée avec une espèce de truc dégueulasse. Fait que, est-ce que nos chimistes peuvent se concentrer sur faire du cuir vegan qui est respect? Est-ce que c'est faisable avec du cuir de pomme? Ça, je me pose la question parce que je ne sais pas quel type de cuir vegan c'est. Et est-ce que ça sert Je pense que vous avez une réflexion à faire au niveau innovation, feuille de route, combiner les deux parce que ça prend le bon cuir pour le bon usage. Absolument. Un sac à main en cuir vegan, oui. Un débardable en cuir vegan? Non. Ça dépend de l'épaisseur. Merci pour la question. Donc, réaction, de votre côté? Ben, oui, on peut le faire. Nous, c'est ça, le cuir, on propose différentes épaisseurs. C'est sûr qu'un cuir qui va être plus épais pour la maroquinerie ou d'autres applications va être moins inspirant, ça c'est certain. Par contre, un cuir pour la mode, c'est clair qu'on n'est pas du tout dans les mêmes paramètres. C'est une mesure, la respirabilité Et en principe, le manufacturier, lorsqu'il achète son cuir vegan, il aurait dû avoir une fiche technique, puis c'est un paramètre qu'il aurait dû évaluer. Ouais. Ça ne peut pas mal. Tu peux réagir aussi? Ben, moi, je vais réagir à la première partie par rapport au, je sais très bien là, de quel diagramme, parce que nous aussi, tu sais, comme centre de recherche d'innovation, innovation et compétences. Puis on voit en fait que ça ne sort pas du tout dans le diagnostic. C'est vraiment les éléments que les gens nous ont dit, là, pour comprendre, c'est pas nous qui avons amené ça. Ils savent où ils s'en vont, mais ils n'ont pas une mentalité innovation. Non, c'est ça le mais on est dans une filière du cuir et de la fourrure. C'est pas des filières typiquement très innovantes. C'est des filières très traditionnelles, artisanales, trappeurs. Oui, tu sais, on n'est pas beaucoup dans l'innovation. Par contre, là, dans le souhaitable, regardez les bandes en verre plus pâle, là, ben, c'est un qui ressort quand même assez bien. Tu sais, c'est dans la manière aussi de présenter. Mais c'est un des éléments qui sort bien. Puis, tu sais, qu'au fond de Montréal, comme c'est CTT qui est là pour supporter l'innovation dans cette filière-là, on est là depuis 2019-ish, là. Ça fait pas très longtemps. Fait que c'est pas encore connu de tous. Donc, c'est quand même un levier qui pourrait être intéressant pour l'innovation, mais on est tout à fait, puis tu sais, Grégory aussi dans l'innovation, tout à fait pour développer là, la filière, ça n'a pas le choix de passer par là. Exact. Merci. Mais ça nous a aussi marqué. Merci. Il y avait une question ici. Oui, alors, merci beaucoup pour vos éclairages. Vous nous avez un petit peu projeté. C'est vrai, effectivement, quand on dit, alors, c'est quoi? Vous dites, mais c'est des projets. J'adhère. Alors, en vous suivant, il y a quelque chose que. Il est dedans, mais il n'est pas apparent. C'est l'eau. Vous dites conservation du sol, mais l'eau, qu'est-ce qui va vous fournir l'eau? Est-ce que c'est les municipalités? Est-ce que vous faites des prélèvements? Et puis, comme vous dites métabolisme, dans le métabolisme, il y a anabolisme, catabolisme. Donc, il y a catabolisme, destruction, ça veut dire sous-produit jusqu'à déchets. Où est-ce que comment vous traitez vos déchets? Est-ce que dans les réseaux des municipalités ou est-ce que vous faites une épuration? Donc, tout ça. Et puis, bon, en disant l'eau, il y a aussi l'énergie. Si je vous interroge, excusez-moi, les performances du cuivre animal et du cuivre végétal, est-ce que vous avez fait des comparaisons? Est-ce que vous avez fait des faux bénéfices, etc., au-delà de la durabilité, etc. Et je termine par une anecdote concernant les fourrures. Finalement, c'est Louis XV, en optant pour le sucre, qui a abandonné les fourrures et qui a poussé le destin du Canada. On a même un peu d'histoire. Oui. Merci pour la question. Donc, réponse, réaction à la question? Oui, effectivement. Bien humblement, les cuirs véganes, même les cuirs végétaux, peu importe les développements qu'on va faire, on ne sera jamais aussi performant dans certaines propriétés. On est meilleur dans certaines, mais on n'atteint pas la performance. Nous, le choix qu'on a fait, j'en parle plus ou moins parce que souvent, quand on parlait tout à l'heure justement d'expliquer les choses, expliquer à notre clientèle que notre cuir est potentiellement biodégradable, c'est compliqué parce que ça ne va pas avec la durabilité, la biodégradabilité. Donc, nous, on a différents tests qu'on a fait, puis le choix qu'on a fait, stratégique, c'est de dire on vise une durabilité de 15 à 20 ans, disons, qui est déjà très, très bonne.
Puis, on envisage à ce moment-là, on propose une solution de fin de vie donc à la clientèle. Mais c'est sûr qu'en termes de performance, je dirais mécanique, on n'atteint pas la performance du cuir, mais on n'en a pas obligatoirement besoin, dépendamment des applications. Ça dépend dans quelle application on veut aller. Merci. Merci beaucoup de la réponse. Il y avait une question de Raphaël derrière. Oui, c'est aussi une question de suivi pour la feuille de route pour Urpi. Félicitations d'avoir une feuille de route en 1 heure, c'est quand même une contrainte. Ah, il y a 3 éléments. Ça vous a pris 2 ans. Donc, je me demandais, il y avait le dernier point, c'était la mise en œuvre. Ouais. Comment ça va s'organiser avec ce type de contrainte? Ben, on est effectivement le sommet qu'on a réalisé il y a 2 semaines. Le but, c'était de questionner justement les gens qui étaient présents pour savoir ben, qui est prêt à se mobiliser pour la suite. Puis, ben, la réponse globale, ça a été que ben, Ecofonds de Montréal devrait être le porteur de la suite. Ben, on va retrouver avec c'est nous qui allons probablement... là, de toute manière, la feuille de route que je vous ai présentée, c'est pas une feuille de route complète là, fait qu'elle doit être complétée. Donc, ça va être ça les prochaines étapes. Puis, ça va être de la bonifier, mais d'aller la faire valider avec des personnes stratégiques. Puis, ben, de débuter l'amorce là, de l'application. On a des intervenants qui sont déjà, tu sais, CSMO textile, des gens dans le domaine qui sont prêts à nous appuyer aussi dans la mise en œuvre. Fait qu'on ne prendra pas uniquement sur nos épaules. Merci beaucoup. On attend une dernière question, Daniel. Oui. En fait, nous, on travaille au CRIEC avec un dispositif de recherche qui s'appelle les labs d'accélération territoriale dans l'économie circulaire. On en a 3, en fait, qui roulent. Puis on a réussi à mobiliser, entre autres, construction, système alimentaire, plus de 300 individus qui venaient des milieux preneurs et de la recherche. Au-dessus de 200 organisations de construction, même chose au système alimentaire. Donc, beaucoup de monde qui ont réfléchi ensemble, qui ont co-construit ensemble des solutions à travers beaucoup d'ateliers, donc tout en bénévole de tout ce monde-là. Et bon, on a pas mis la construction lui est complétée par 3 ans de processus, beaucoup en Teams parce qu'on était en pleine pandémie à l'époque, Zoom en fait à l'époque plutôt que Teams. Et là, une fois que le lab est complété, on a tous les résultats du lab qui sont disponibles, on les a triturés pour qu'ils soient le plus accessibles possible aux milieux preneurs. Et tout est disponible donc sur un site Internet, des capsules web, des publications et tout ça. La question, c'est comment on fait pour que tous ces résultats-là, en fait, que le processus conduise à un changement plus systémique. Comment on monte à l'échelle, puis on joint le tipping point qui va faire en sorte qu'on va basculer vers un secteur ou une filière plus circulaire. Parce qu'au niveau du lab construction, qui est le premier achevé, il y a quelques entreprises qui ont pris des résultats qui sont accessibles à tout le monde pour initier des initiatives de façon autonome, si on veut, sans faire à travers le lab. Mais ça reste quand même relativement marginal. En fait, avez-vous des idées là-dessus? Comment on conduit le changement qui devienne vraiment un changement et non pas une continuité vraiment incrémentale, à petite dose, qui peut-être va nous amener en 2100 ou 2050, là? On aura peut-être 1 ou 2 réactions là-dessus en 30 secondes. J'avais vu, c'était bon, tu avais posé la question d'où vient la vie. Je pense que c'est plus simple à répondre que celle-là. Je veux dire, peut-on forcer les gens, dans le fond, à s'inscrire dans une nouvelle réflexion? C'est comment on peut les amener? Oui. Je pense qu'il faut diffuser. Je pense qu'il faut diffuser les recherches, les articles. Les articles peut-être plus, puis tu as dit quelque chose tout à l'heure, très, comment tu dis ça quand tu as dit? Vulgarisé. Oui, très vulgarisé. Très vulgarisé. Puis je pense que ça, c'est un peu peut-être la clé, parce qu'on est peut-être un peu trop dans notre tour d'ivoire avec nos grands articles scientifiques, parce que c'est ça qui est payant pour nos carrières scientifiques, mais au contraire, je pense que le plus pertinent pour les changements, c'est des articles dans l'actualité, c'est des articles dans Madame je sais pas moi, nouvel âge, ou je blague à peine pour dire, écoutez, les changements, ils existent. Par contre, il faut que vous preniez un peu votre responsabilité. Tu parlais de rentrer peut-être partie de l'écosystème. C'est ça qu'on doit demander. Arrêtez de penser que c'est la faute à l'autre, puis c'est à l'autre à répondre à nos besoins. On a tous une responsabilité. Je pense que cette espèce de prise de conscience-là, elle doit venir à travers
sonner des cloches à travers peut-être une publication aussi banale que dans les journaux que dans les revues. Donc, beaucoup de vulgarisation d'aller Ouais. auprès, d'aller Des connecter récits, avec. peut-être, je sais pas, Mais inventer des récits. moi, je rajouterais Ouais. rapidement deux choses. La première chose que je rajouterais, c'est qu'on oublie, parce que nous, on fait ça depuis plusieurs années, on oublie que même en 2026, des fois, est-ce que tu compostes la base, pour vrai. Juste, on oublie que les gens, pour beaucoup, on est encore en 2000 avec la base n'a pas été compris. Fait que des fois, c'est aussi simple que de revenir et rendre ça simple, easy user pour les gens. La deuxième chose que j'ai remarqué, surtout au niveau municipal, il y a vraiment, imagine un paquebot, ça c'est notre engin municipal, il est lent, il ne tourne pas vite de bord, mais on en a besoin pour pérenniser des initiatives qui vont être émergentes. On a quand même besoin du bateau à moteur à côté pour faire les initiatives rapides. Fait que je dirais que c'est comme une danse entre les deux. C'est à quel moment qu'on décide que cette initiative-là a d'affaires dans un bateau à moteur pour propulser quelque chose. C'est quand qu'on a besoin de la machine bureaucratique pour ralentir le processus puis rendre ça périn avec les bons outils, avec le bon financement, avec les bonnes personnes. Ça, je pense que c'est notre responsabilité de chercheur, qu'on a des résultats, de reconnaître quels résultats sont utilisables tout de suite pour le grand public, puis quels résultats ont besoin de passer par un processus politique d'élus pour une réflexion qui est peut-être plus stratégique, par exemple. Au lieu de tout mettre dans le même bateau puis d'attendre à ce que les gens fassent ce choix-là, en fait. Ouais. Merci. Merci pour les questions. Merci pour les réponses très riches. On aurait pris probablement une heure de plus, certainement. Vous allez pouvoir continuer la discussion pendant la pause. Mais avant de terminer, ce que je retiens personnellement de ce panel-là, c'est, premièrement, vous avez vraiment bien montré les bénéfices, aussi les défis, de connecter milieu-preneur et recherche ensemble. Ça, vous l'avez bien montré. Même ça a reparu dans les réponses que vous avez donné aux questions. Il y avait toujours ce lien-là qui devait se créer, ne serait-ce que pour vulgariser ou pour danser un pas de deux entre les paquebots, entre les bateaux. Puis vous avez aussi donné, vous avez bien montré aussi qu'on parle du cuir, de la fourrure ou du système alimentaire. C'est à peu près les mêmes problématiques. Évidemment, les solutions sont différentes, l'innovation est différente, mais on a les mêmes enjeux, les mêmes besoins de se connecter. Donc, c'est assez inspirant. Je pense que ça peut être inspirant pour d'autres filières, éventuellement, de regarder ce qui s'est dit aujourd'hui puis d'appliquer ça. Puis, ça donne un peu d'espoir aussi dans le fait que, il y a une possible filière circulaire durable et régénératif dans chacun de vos secteurs. Fait que, ça donne espoir. Et je pense qu'on a du travail en tant que chercheur et milieu preneur pour y aller. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, Valérie,